Bonjour à tous, bienvenue au podcast Connexion Primordiale dans la série En balade avec Paul. Aujourd'hui, ça y est, il fait froid, 2 degrés. Alors on est toujours pieds nus, mais on a mis pour la première fois le manteau. Enfin, comment on appelle ça, pas un manteau, un hoodie, un sweat à capuche. Et puis un petit foulard autour du cou. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet, peut-être un des sujets les plus importants, hein. On va parler de la naissance, mais on va parler de ce qu'on appelle le cycle de l'apprentissage. De tout temps, les psychologues ont fait un lien entre notre naissance, la manière dont on est né, et qu'est-ce que ça entraîne plus tard dans la vie. Est-ce que la manière dont je suis né, le timing avec lequel je suis né, l'environnement dans lequel je suis né, y compris l'environnement microbien, etc., est-ce que tout ça a un impact plus tard dans la vie? Est-ce que si je suis né suite à un accouchement déclenché, ça a un impact plus tard dans la vie? Est-ce que si je suis né à l'hôpital par rapport à la maison, est-ce que ça fait une différence? Est-ce que si ma naissance a duré longtemps, ou si ma naissance a été rapide, est-ce que ça a un impact plus tard sur mon caractère, etc., etc. Alors il y a eu beaucoup de recherches faites sur le sujet, évidemment. Ce qui est intéressant, c'est des recherches à très long terme aussi, c'est-à-dire de voir à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans, si ça a un impact. Alors il y a plein de chercheurs qui ont fait des travaux là-dessus. Un des plus connus, c'est certainement Boris Cyrulnik, qui a travaillé une grande partie de sa vie sur l'attachement, hein, le fameux neurologue et psychiatre Boris Cyrulnik, qui a écrit énormément de livres majeurs sur la naissance, etc. Michel Audin a compilé, alors sauf erreur de ma part, de tête, son site c'était Womb Écologie. Womb, ça veut dire l'utérus, la matrice, Womb Écologie. Donc Womb, c'est W-O-M-B et écologie, E-C-O-L-O-G-Y, wombécologie.com. Maintenant que Michel est décédé cet été, je lui avais posé la question, peu de temps avant qu'il décède, s'il avait un repreneur pour ce site-là. Et il m'avait dit que non, malheureusement. Alors je ne sais pas si à ce jour, le site est toujours en ligne, mais il avait fait un moteur de recherche absolument passionnant, dans lequel il listait toutes les études qui sont faites sur la naissance et l'impact que ça a plus tard. Et ça permettait, par exemple, d'écrire un mot-clé. Je vais vous dire un des mots-clés qu'il y avait, par exemple, autisme, ou trouble de l'attention accompagné d'hyperactivité, ou allergie. Et de voir si, là je ne suis pas en train de dire que c'est le cas pour les 3 exemples que je viens de citer, mais si, en mettant ces mots-clés, on retrouve des études qui font un lien avec la naissance. Est-ce que, par exemple, le fait d'avoir eu une péridurale a un impact sur un certain nombre de choses au niveau de la santé, etc., etc. Et aussi surprenant que ça puisse paraître, les travaux de différents chercheurs, les travaux de Michel Audin, les travaux de Boris Cyrulnik nous disent évidemment oui. Michel Audin, sur la fin de sa vie, s'est beaucoup intéressé sur le microbiote et sur l'impact du microbiote sur notre vie future. On sait aujourd'hui, malheureusement, quand on est à l'hôpital, hein, ce qui est mon cas déjà il y a près de 60 ans, eh bien qu'à l'hôpital, on est dans un endroit qui est plus ou moins aseptisé, où on rencontre un microbiote qui n'est pas notre microbiote familial et qui ne va pas être intéressant pour créer cet ensemencement bactérien qu'on doit avoir à la naissance. Je m'explique. Quand on grandit dans le ventre de notre mère, on est quasiment dans un milieu sans microbes, hein. Dans le ventre de notre mère, on est protégé, mais à la naissance, notre système immunitaire doit être ensemencé. Et il va être ensemencé en passant par la voie basse, et aussi choquant que ça puisse paraître à certains, entre autres, il se trouve que la sortie, quand on a un peu le nez dans l'anus de notre mère, et on va être ensemencé par les bactéries qui sortent du corps de notre mère. Et ces bactéries sont essentielles à la formation de notre système immunitaire. Évidemment, près de l'anus,
nous rencontrons toutes les bactéries que nous excrétons et qui sont liées à des pathogènes, qui sont liées à 1000 choses contre lesquelles il faut qu'on s'auto-vaccine en quelque sorte, et c'est indispensable de les avoir. Et puis évidemment tout ce qui est au niveau des bactéries de la sphère vaginale, évidemment, hein, vaginale et anale. Mais c'est pas tout. Le système immunitaire va continuer à se forger à chaque fois qu'on est allaité, que le bébé va téter. Au niveau du sein, il va y avoir une sorte de microbiote spécifique qui va continuer à ensemencer le bébé et qui va être essentiel pour notre vie bactérienne et pour notre système immunitaire. Donc vous comprenez que là, c'est simple, entre guillemets, pratique de naissance par voie basse et d'allaitement vont avoir un impact majeur sur notre vie future, sur le type de maladie qu'on va avoir, sur notre système immunitaire. Et on sait aujourd'hui que la formation de notre microbiote conditionne aussi beaucoup de choses au niveau de nos émotions, comme la dépression, mais aussi des maladies comme le diabète. Donc il y a énormément de facteurs liés à la naissance qui vont impacter notre vie future. Donc là, je suis en train de parler de facteurs, hein, je commence par le plus acceptable scientifiquement, sur des facteurs un peu biologiques, biochimiques, qui vont nous affecter. Mais des gens comme Boris Cyrulnik ont mis en évidence que le lien d'attachement qui se crée avec, comme disait Marc Piliot, comme dit Marc Piliot, qui est un pédiatre, avec le croisement des regards entre la mère et l'enfant à la naissance, crée une explosion d'ocytocine dans le corps de la mère et de l'enfant, qui contribue très fortement au lien d'attachement. Et la création de ce lien d'attachement dans les heures qui suivent la naissance a un impact majeur sur notre vie future, à l'adolescence et à l'état adulte. Évidemment, ce lien d'attachement est renforcé tout au long de notre enfance. Hein. Si vous avez un très bon lien, puis après beaucoup d'expériences négatives dans la petite enfance, évidemment, ça ne suffira pas. Et si vous avez eu, pour des raisons médicales, pas de possibilité de créer le lien juste au moment de la naissance, eh bien, on rattrape le coup plus tard, évidemment. L'enfant, c'est pas juste on-off, ça c'est fait, ça c'est pas fait, t'as pas cossé la cage, t'auras un problème. Même chose avec nous en IMP, beaucoup de gens croient ah, j'ai pas eu l'occasion pour ce réflexe n'est pas branché, on-off, donc tu auras des problèmes. Dieu soit loué, chez l'être humain, il y a des milliers et des milliers de mécanismes, et il ne suffit pas d'un seul mécanisme pour tout foutre en l'air, et il ne suffit pas d'une seule condition non plus pour que tout aille bien. Donc, mais néanmoins, les études ont mis en évidence que la création du lien d'attachement au moment de la naissance a un impact majeur et peut se voir des dizaines d'années plus tard. Et là, on a des recherches, entre autres, celle de Boris Cyrulnik, mais il y en a plein d'autres dans le monde, hein, en Angleterre, aux États-Unis, ailleurs. Il se trouve qu'en France, beaucoup de ces choses-là ont été popularisées par Boris Cyrulnik, mais il est loin d'être le seul, et Boris Cyrulnik se base sur là on parle de centaines, peut-être même de milliers de recherches de lui et de ses confrères. C'est pas juste lui tout seul dans son coin. Eh bien, là on a basculé du milieu microbiote à un impact plus tard sur la santé dans la vie. On a basculé le lien psychologique à un impact plus tard sur la vie, à est-ce que la durée de l'accouchement, est-ce que telle pratique ou telle pratique obstétricale, est-ce que telle condition plus psychologique aurait un impact plus au niveau psychologique. Alors Svetlana Mazgutova, qui est docteur en psychologie, elle va dans le même sens que tous ces chercheurs, et elle dit oui, la manière dont on est né impacte nos apprentissages futurs. Et c'est là où c'est intéressant, l'approche de Mazgutova est complémentaire avec celle de prédécesseurs, c'est que elle est située dans une notion d'apprentissage. Alors évidemment, dans sa philosophie, comme dans la nôtre, on considère que la vie est apprentissage. Et donc la première transition, dit Mazgutova, qu'on fait dans la vie, le premier grand changement de paradigme, c'est la naissance. Puisque je dois passer de la vie aquatique à la vie aérienne, de la vie sans pesanteur à une vie avec pesanteur, dans une vie où j'étais entièrement nourri de manière passive, en oxygène parfaitement, en chaleur, en nutriments, etc., je dois aller dans un monde où je dois gérer moi-même ma température, je dois gérer mon alimentation, aller chercher moi-même ce que je veux manger,
Et puis je dois respirer par moi-même pour trouver de l'oxygène et tout ce qu'il faut pour pouvoir vivre correctement. Et ça, évidemment, c'est lié, c'est pas spécifique à l'être humain, c'est lié évidemment à tous les animaux. Donc là, il y a des choses majeures qui se jouent, il y a un changement de paradigme. On était, je reprends un terme de Masgoutova que j'adore, un intranaute. On a voyagé dans le ventre de notre mère, et ensuite on doit être un extranaute. Alors ça, c'est moi qui le dis, je ne l'ai jamais entendu dire extranaute, là je viens de l'inventer à l'instant, mais si elle disait que le bébé est un intranaute, eh bien on peut dire que nous sommes un extranaute, puisque nous vivons dans le monde extérieur. Et c'est étonnant de savoir que ce monde extérieur, en fait, il est infini. On est dans l'espace infini, dans un monde, dans un univers en expansion. Donc notre corps, tout d'un coup, grandissait dans un espace fini, et nous nous retrouvons dans un espace infini, avec la pression de la gravité, avec tout un tas de contraintes qui n'étaient pas là avant. Il y en avait à l'intérieur, hein, mais voilà. Donc on doit se réorganiser différemment, et pour ça, il y a le réflexe de l'étoile à 6 branches et tout un tas de choses. Et justement, c'est ce dont je veux vous parler, c'est que pour faire cette transition, le bébé va se baser sur ce que j'aime appeler la matrice réflexe. Quelque chose que j'ai nommé ainsi, le système réflexe et la matrice réflexe. En octobre 2025, on peut considérer que les réflexes sont comme une seconde matrice dont l'enfant doit sortir. Sa première matrice, c'était le ventre de sa mère avec son placenta, puisque c'est nous-mêmes qui créons notre propre placenta, c'est pas le corps de la mère qui crée un placenta pour nous, nous créons un placenta. C'est pour éviter aussi des tas de choses au niveau immunitaire, parce que si c'était le corps de la mère, il rejetterait le placenta et le bébé avec. Donc le bébé va créer un placenta qui est un organe, qui a des fonctions multiples et passionnantes, dans lequel il va pouvoir grandir. Donc on pourrait dire qu'il y a une triple matrice, il y a le corps de la mère, il y a le placenta, et d'un point de vue psychomoteur, ou corporo-psychique, si je veux respecter un peu ma philosophie, je devrais dire somato-psychique, voilà le terme correct, et d'un point de vue somato-psychique, il y a ces schèmes réflexes qui créent une matrice qui va permettre au bébé d'évoluer, 1, dans le ventre de sa mère, 2, de naître, 3, de créer des connexions après la naissance, et 4, de grandir, de se développer, pour 5, passer le flambeau au réflexe de vie, qui va nous permettre, 6, de mettre en place des conduites d'apprentissage, c'est-à-dire ce qu'on appelle des réflexes conditionnés, et donc des apprentissages, que ce soit lire, écrire, chasser, nager, et danser, et faire tout ce qu'on a envie de faire. Vous voyez, il y a différents types d'étapes par lesquelles nous passons pour grandir et évoluer. Alors là, moi, je ne me situe pas dans cette optique-là, mais certaines personnes vont dire, et ensuite il y a la mort qui est une nouvelle étape. Alors pour moi, évidemment, le fait d'accepter sa mort et d'aller vers ça et de, entre guillemets, réussir sa mort, c'est-à-dire réussir sa vie, est quelque chose de majeur pour nous, psychologiquement, évidemment, mais je ne suis pas qualifié ni ne crois voilà, il se passera quelque chose après, et donc la vie n'était qu'une étape, la mort en est une autre, et il se passera des trucs après. Je me situe pas dans ce système de croyance, et de toute façon, ce n'est pas dans mes attributions, c'est quelque chose auquel je pense pas vraiment, dans le sens où je me dis, j'ai déjà cette vie à m'occuper, c'est déjà bien. Si déjà j'arrive à vivre cette vie, je serais déjà content, et je suis loin d'être satisfait du résultat. Donc avant de m'occuper de est-ce qu'il y a une vie après la mort, je suis plutôt du genre de Thich Nhat Hanh ou d'autres qui ont dit est-ce qu'il y a une vie avant la mort, c'est déjà ça qui est important. Est-ce que je suis capable de vivre cette vie du mieux possible? Pas facile. Alors Svetlana Masgoutova nous parle de ce qu'on appelle les phases de tout apprentissage, basées sur la naissance. C'est quelque chose de majeur, hein. Et je suis très content de vous parler de ça, parce qu'il y a encore quelques jours, je faisais des recherches dans des livres de psychomotricité, de psychologie, évidemment, hein. Grâce à vous, enfin, c'est mon métier qui veut ça, le fait d'enseigner fait que sans arrêt, on doit s'informer, revoir ses bases, lire, apprendre, découvrir, suivre des formations. Et donc, il n'y a pas de jour sans que j'ouvre des livres et que je cherche à comprendre des concepts, à les développer, à les rattacher à ce qu'on fait en intégration motrice primordiale, etc., etc. Et puis,
je suis assez choqué de voir par rapport à ce que j'ai appris chez Mazgutova, qui est génial, que souvent l'apprentissage, c'est 2 phases. Une phase, j'apprends et une phase, je mets mes apprentissages en relation avec ce que j'avais appris avant et j'ai intégré les choses. Donc j'ai apprendre, intégrer, apprendre, intégrer. Et Mazgutova n'est absolument pas d'accord avec cette manière de voir les choses. Et moi, je partage à 100% ce concept de Mazgutova qu'on enseigne dans un cours d'IMP qui s'appelle Né pour aimer. Et je viens de parler. Alors, pardon, ça s'appelle plus Né pour aimer maintenant, ça s'appelle Naissance paralysée par la peur et attachement. Ça décrit mieux ce qu'on fait dans le stage. Né pour aimer, c'était plus poétique, je préférais, mais bon, voilà. Pour les instances officielles, ça plaît pas. Donc, ça s'appelle Naissance paralysée par la peur et attachement. Ça me va très bien, hein. Ça fait NPA aussi. Né pour aimer, naissance paralysée par la peur et attachement. Et dans ce stage, on parle de ce cycle de l'apprentissage qui apparaît pour la première fois à la naissance et la manière dont on est né, prétend Mazgutova, met en place, sert de modèle, de pattern, de schéma, de patron pour nos apprentissages ultérieurs. Donc le premier, c'est la naissance. Il faut le réussir. Si tu ne le réussis pas, t'es mort, en quelque sorte, forcément. Et puis, ça va servir de base pour le reste de la vie. Ça m'intéresse, moi qui suis né prématuré, qui a été retiré des bras de ma mère, placé directement en chambre chaude, c'est une sorte de couveuse, et puis qui suis resté pendant 2 mois avant que ma mère puisse me récupérer et me toucher pour la première fois. Alors, quelles sont ces 4 phases? Roulement de tambour. Là, normalement, on devrait mettre une publicité ou une musique ou quelque chose dans une émission de radio pour faire monter la sauce, et on se retrouve après la pub. Ouais, je peux faire une pub. Inscrivez-vous à nos stages d'IMP, ils sont géniaux, c'est les meilleurs stages du monde. Alors, les 4 phases de tout apprentissage. C'est là où ça va diverger sur ce qui est écrit d'habitude dans les livres, apprendre et intégrer. Première phase de tout apprentissage, dit Mazgutova, et je trouve ça génial, c'est la phase de préparation. On se prépare. Et justement, vous allez dire, le bébé s'est préparé comment à la naissance? Oui, le bébé s'est préparé pendant de longs mois à la naissance. Et dans sa matrice réflexe, il y a tout un tas de réflexes qui se mettent en place pour le faire naître. Et il va exercer ses réflexes encore et encore. Il va, en sport, cette phase de préparation, on appelle ça comment? Un échauffement. Donc le bébé, il s'échauffe, il s'exerce. Les réflexes, les fameux réflexes archaïques, ils n'apparaissent pas par magie tout d'un coup au moment de l'accouchement, au moment de l'enfantement, au moment de la naissance. Les réflexes archaïques n'apparaissent pas au moment où il en a besoin. Ils s'entraînent d'abord. Ce sont des patrons, ce sont des schèmes, et ces schèmes n'ont pas qu'un rôle, ils en ont plein. Donc le bébé, il va utiliser un certain schème réflexe, comme le réflexe de Moreau, parce que je dis ça parce qu'il intervient pendant la naissance, ou le réflexe tonique labyrinthique, ou le réflexe de Pérez, qui est le réflexe le plus important pour la naissance. Il va d'abord s'entraîner dans le ventre de sa mère. Le réflexe va émerger dans le ventre de la mère, il va s'entraîner, la mère va bouger, la mère fait des caresses sur son ventre, la mère parle, le père aussi, il se passe des choses dans l'environnement qui fait réagir le bébé, puis il y a aussi des réactions endogènes qu'il fait spontanément de lui-même, et il va utiliser le réflexe, un peu comme nous, on s'entraîne avant un marathon ou avant de faire une activité, on va s'entraîner encore et encore pour être prêt le jour venu de la compétition. Alors la compétition, c'est la naissance, et le bébé va s'entraîner. Avant, c'est une phase de préparation. Donc dans tout apprentissage, il y a une phase de préparation. Ce qui nous intéresse énormément en IMP, parce qu'on enseigne des choses qui viennent du brain gym, qui est le cap. Dire avant de commencer notre séance, avant à l'école de commencer la lecture, l'écriture, etc., on a besoin de se préparer, parce qu'on apprend par corps. C'est-à-dire que le sportif, ça ne lui viendrait pas à l'idée de faire une performance sans s'échauffer avant. Il va se claquer un muscle, il va se faire mal, il va se blesser, c'est évident. Donc on s'échauffe toujours. On y va mollo. Vous voyez, ça m'a étonné, même dans le monde de l'apnée, que je pratique maintenant, vous finirez par le savoir, on s'échauffe. C'est bizarre, tu vas te fatiguer à faire des petites apnées d'1 minute avant de faire des performances de 3 minutes. Tu vas te fatiguer, mais non, on ne peut pas commencer à 3 minutes d'emblée comme ça, c'est trop dur. Il faut déjà préparer mon corps, respirer, première apnée, je récupère, deuxième apnée, et puis progressivement, je pousse un peu le truc. Mais évidemment, si je vais trop loin, je vais finir par me fatiguer, puis après, ma performance baisse. C'est valable pour tout en sport. L'échauffement, c'est pas je suis à fond.
C'est un petit truc, mon corps est prêt, et ensuite j'y vais. Et bien figurez-vous que cet échauffement devrait exister dans toute forme d'apprentissage, lecture, écriture, concentration. On a besoin de préparer notre corps à l'apprentissage. Notre corps est tout autant actif quand on apprend que quand on fait du sport ou quoi que ce soit. Notre corps est toujours là. Donc nos yeux, nos oreilles, notre cerveau, notre latéralité, ça a besoin d'être préparé. Nous, on pratique un truc de brain gym qui s'appelle le CAP, 4 activités qui nous permettent de nous préparer. On utilise ça en IMP, on utilise ça dans nos formations, on utilise ça en sciences individuelles, on utilise ça dans les écoles. Donc, le bébé se prépare dans le ventre de la mère et ça doit nous indiquer déjà que tout apprentissage, toute activité humaine passe par une phase de préparation, y compris, alors là, on ne peut pas dire pour le bébé, mais une préparation psychologique pour nous. Je sais que je vais faire telle activité, je me prépare à telle activité. Puis c'est important parce que des fois, ça génère un peu d'angoisse. Et s'il y a trop d'angoisse, du coup, on ne va pas faire. Donc on doit se confronter à des petites doses. Bonjour. Bonjour les chiens. Donc ça, c'est une première phase, la phase de préparation. Donc ça, souvent, on ne le voit jamais dans les livres. Donc c'est le début, la mise en place, la préparation au processus. C'est l'anticipation de l'obtention de nos objectifs. Je veux aller dans cette direction. C'est l'intention, c'est la décision de se mettre en action. J'ai besoin d'une intention, de savoir où je vais dans la vie. Ça fait partie de la préparation. Donc, vous voyez, c'est tout autant mental, psychique que physique. Première phase. Seconde phase, ce qu'on appelle le processus ou le traitement de l'information qui est donnée. Donc là, par exemple, je suis à l'école, je me suis échauffé, j'ai fait des petits mouvements dans la cour de récré ou avant que le cours commence. Et puis là, le prof, il parle, il nous explique quelque chose. Et moi, je suis en train de traiter les informations. En l'occurrence, à l'école, c'est regarder, écouter. Ça pourrait être dans d'autres activités, surtout chez le bébé, c'est manipuler, sentir, ressentir avec ses tripes, etc. Il y a plein de choses qui se passent. Si je pense à l'acte d'écriture, c'est soit on me dit quelque chose que je dois écrire, donc une dictée, typiquement, soit, encore plus compliqué si je prends des notes, mais soit si on me demande d'écrire quelque chose, une rédaction, donc je dois générer des idées dans ma tête, donc soit écouter, soit générer des idées dans ma tête, soit synthétiser ce que je suis en train d'entendre pour prendre des notes. Puis pour écrire un mot, il faut que je puisse le voir dans ma tête, c'est visuel. Donc je vois ce que je dois écrire, je dois préparer dans ma tête le mot que je vais écrire. C'est-à-dire que je vais transformer le son que je me suis dit dans ma tête en image. Donc j'ai un langage intérieur où j'entends quelqu'un qui me parle, où je me crée un langage de voilà ce que je vais écrire pour résumer lors d'une prise de notes. Et donc ce langage va être transformé en image dans ma tête. Puis cette image, je vais l'écrire par un geste graphique. Donc vous voyez, c'est passé par des trucs dans mon cerveau qui impliquent que je sois bien latéralisé, que j'ai déjà bien pris les informations au niveau visuel et auditif, mais ensuite je dois traiter intérieurement cet auditif, le transformer en visuel, donc c'est les oreilles, les yeux, je dois le transformer en geste graphique, donc la coordination oculomotrice, mais c'est pas tout. Ça va générer un ressenti. Est-ce que ce que je suis en train d'écrire me semble juste ou faux? Si ça me semble faux, c'est que j'ai fait sans doute une erreur d'orthographe et je vais la corriger. Quand on hésite sur un mot, on l'écrit de plusieurs manières, on hésite entre plusieurs graphies du mot, et puis on le regarde, et puis il y en a qui fait « Ah oui, c'est comme ça », on le reconnaît visuellement, et ça nous fait une sensation qui nous dit « c'est juste ». Donc j'ai besoin de l'extérioriser plus en l'écrivant, parce que le voir dans ma tête ne suffit pas. Et donc ça passe par le ressenti. Tout ce que je suis en train d'indiquer là pour l'écriture, c'est ce qu'on appelle le processus, le traitement de l'information. Donc tout apprentissage, il y a un processus, il y a un traitement d'information qui est très actif au niveau auditif, au niveau visuel, au niveau sensation corporelle. Alors comment on dit kinesthésique? Kinesthésique, ça implique plutôt le mouvement. Donc proprioceptive, c'est la perception interne de mon corps. Endogène, comment on dit? Interoceptive, sensation interne. En tout cas, au niveau des sensations corporelles, il y a quelque chose qui se passe. Il y a
Le niveau mental, c'est le langage, hein. Donc je traite les informations intérieurement avec le système visuel, le système auditif langagier, le système sensoriel kinesthésique, tactile, pas comment dire, hein, c'est une sensation dans le ventre qui me dit c'est juste ou c'est faux, ou c'est pas exact. Et enfin, de la gestuelle pour exprimer la chose. Si c'est lire à voix haute, je mets ma langue, ma respiration, etc. Si c'est écrire, c'est avec le geste, etc. Bref, il y a une extériorisation du truc. Donc un apprentissage, ce n'est pas que ça. Il a fallu d'abord que je me prépare. Mais ça, là, c'est le processus, c'est le traitement, c'est le passage à l'acte. Et évidemment, quand on apprend quelque chose, là, j'ai évoqué un professeur ou quoi que ce soit, mais par moi-même, quand je vais lire ou quand je vais faire des exercices ou quoi, il y a ce qu'on appelle le essai-erreur. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de essai-erreur, il n'y a pas d'apprentissage. C'est simple. En fait, faire des erreurs, c'est apprendre. On ne peut pas apprendre sans faire des erreurs. Et donc l'erreur doit être encouragée par tous les enseignants. Que ce soit bonjour, que ce soit dans le sport, que ce soit dans la danse, que ce soit à l'école. Écoutez bien ce que je dis. L'erreur doit être encouragée. Si on décourage les enfants ou les gens de faire des erreurs, on empêche l'apprentissage. On bloque l'apprentissage. On crée de la peur, on crée du stress, de la honte. C'est inacceptable. L'erreur, c'est l'apprentissage. Parce que sinon, c'est que je sais déjà. Donc, je n'ai pas besoin de venir ici pour apprendre ce que tu as à m'apprendre, je le sais déjà. Ridicule. Ridicule. Je dois encourager les enfants à se tromper. Ce serait, imaginez, un musicien devant son piano, n'importe quel instrument de musique, tu dois jouer sans fausse note, zéro fausse note. Première fois de ta vie que tu joues, zéro fausse note. C'est zéro fausse note ou t'arrêtes tout de suite. Je vais pas apprendre à jouer d'un instrument de musique, hein, parce que moi j'ai appris à jouer de la guitare, et tu te trompes encore, tu fais des fausses notes, ça sonne faux, et il faut s'entraîner toujours. Ça porte à manger aux chevaux, là, je suis au centre équestre, et puis les chevaux, ils allaient dans la petite machine là, qui leur sert à apporter du foin. Alors la dame, elle jurait. J'espère que vous n'avez pas entendu ça. Imaginez apprendre à jouer d'un instrument de musique sans qu'il soit possible de faire la moindre fausse note. Eh bien maintenant, si ça vous semble logique, essayez d'apprendre vos tables de multiplication sans jamais vous tromper. C'est honteux de se tromper dans les tables de multiplication. Ou l'orthographe. Vous devez écrire bien, parfaitement du premier coup, ou jamais. Qu'est-ce que c'est que ce délire? On apprend comment a appris le bébé. C'est ça qui m'intéresse. Comment apprend un bébé? Essai et erreur, encore et encore et encore. Qu'est-ce que c'est l'adage 100 fois sur ton métier, tu remettras ton ouvrage, encore et encore et encore. Pensez aux sportifs qui s'entraînent des fois des années pour gagner une seconde, un dixième, un centième, un mètre. Des années. C'est exactement la même chose. Et pourquoi on voudrait de nos enfants qu'ils réussissent tout le temps? Le bébé, il tombe, il se remet debout, il tombe, il se remet debout, il essaye de parler encore et encore, et on en rigole qu'il ne dit pas les mots correctement, et on répète même ses erreurs pour lui dire c'est bien, regarde, c'est rigolo. Mais tout d'un coup, du jour où il rentre à l'école, waouh, c'est plus des erreurs, ce sont des fautes. Et une faute, c'est mal, et on bloque le processus. La chose la plus importante, certainement, c'est de comprendre que apprendre, c'est comment générer de l'erreur. Sans quoi, c'est pas de l'apprentissage. Sans quoi, c'est de la peur, c'est de la honte, c'est de l'inhibition. Voilà, beaucoup de voitures. On va faire une petite pause méditative pour méditer sur ces bonnes paroles. Je vais le faire en courant. Je ne vous cache pas que j'ai froid aux pieds, il fait 2 degrés. Et là, comme je marche dans l'herbe, ça veut dire que je marche dans du 2 degrés, alors mes pieds sont un petit peu raides. Comme ça, je cours sur le bord de la route pour rejoindre un endroit où il y a moins de voitures.
Je sais pas si ça va réchauffer mes pieds. Je suis pas maso, hein. Je fais ça volontairement. Ça me fait pas mal aux pieds. Tac, tac, tac. Là, c'est là où on peut traverser la route. C'est un reportage. Vous êtes en live sur la chaîne. Le plaisir d'apprendre, on aurait pu l'appeler. Hein. Puisque mon centre de formation, je l'ai appelé, quand je l'ai créé en 96, centre de formation, le plaisir d'apprendre. Je suis vraiment fier d'avoir trouvé ce nom. CFPA, centre de formation, le plaisir d'apprendre. Vous voyez, on est plein dans le sujet du jour. Donc le processus essai et erreur, c'est nouvelles explorations. Puis à un moment donné, dans ce processus arrive ce qu'on appelle l'effet Eureka. L'effet Eureka, c'est « Ah mais oui, Eureka, bien sûr, ça me semble logique ». Combien de fois je me rappelle, alors j'étais vraiment pas bon en maths et les maths me font souffrir et m'ont fait souffrir terriblement. Et j'étais dyscalculique, j'arrive pas à comprendre la logique des maths, pas plus que la grammaire. Mon cerveau a des, je sais pas quoi dire, des trucs qui font que j'arrive pas à appréhender les concepts mathématiques et grammaticaux, pour l'écriture du moins. Et donc, mais néanmoins, combien de fois j'ai cette tout d'un coup illumination d'un prof de maths qui explique un truc, je fais « Ah mais ouais d'accord, je comprends le truc ». Il nous fait la démonstration, et puis après il nous apprend la formule, et on dit « Ah d'accord, c'est génial ça ». L'illumination, on voit bien dans les bandes dessinées, on met comme ça une petite ampoule, ça crée vraiment de la lumière dans le cerveau. J'y vois clair, voilà. Quand tout d'un coup on comprend un concept, ça crée des hormones dans notre corps, je sais pas, quelque chose qui fait que yes, on est tellement heureux de comprendre quelque chose, d'avoir tel Sherlock Holmes, savoir dénouer le fil de l'énigme, mais oui, bien sûr. Et ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Je suis un grand fan de Sherlock Holmes. J'ai plusieurs traductions des ouvrages de Conan Doyle sur Sherlock Holmes. J'ai lu ça dans l'enfance, dans l'adolescence, à l'âge adulte. Là encore, il y a quelques semaines, j'ai acheté la dernière édition dans la Pléiade, nouvelle traduction de Sherlock Holmes, avec cette logique de chercher à comprendre. Bon, évidemment, c'est de la fiction, mais de comprendre, il y a tel et tel indice qui nous sont donnés par l'auteur, et puis d'arriver à dire « Ah mais oui, la seule possibilité qui reste, c'est celle-là ». Et ça crée une illumination dans notre cerveau, et certainement, c'est pour ça qu'on aime bien les livres policiers et tout, de dire « Mais oui, j'avais pensé à tout sauf à ça ». Bon, c'est fait exprès, hein, les auteurs nous baladent, mais c'est génial. Et dans la vie, combien de fois il y a ce truc où tout d'un coup on comprend, on dit « Yes », mais l'apprentissage n'est pas fini. Oui, il y a un effet Eureka. Oui, il y a « Ah, mais c'est bien sûr »,« Ah, mais je comprends tout ». Et ça, c'est génial, mais ce n'est pas fini. On n'est qu'à l'étape 2 sur 4. Donc l'étape 3, c'est quoi? Ah bah ça, voilà, dans les bouquins de psycho et tout, ils nous disent 2 étapes. La phase d'apprentissage que je viens d'évoquer, mais ils ne parlent pas de la phase d'échauffement que nous, on appelle la préparation, le début, la mise en place, et puis il y a l'intégration. Alors voilà, ça, tout le monde en parle, l'intégration, c'est qu'à un moment donné, cette nouvelle compréhension, je vais devoir la mettre en lien avec ce que je savais déjà avant. Donc je dois l'intégrer dans mon panel de connaissances. Donc c'est l'intégration, c'est la confrontation des anciennes explorations, de ce que je savais déjà, avec ces nouvelles découvertes. Donc ça va m'offrir des possibilités supplémentaires. Donc ça, c'est absolument énorme, parce que je viens de découvrir ce truc, et comment ce truc vient s'insérer dans l'ensemble des connaissances de toute ma vie. Qu'est-ce qu'il y a de plus passionnant que ça? Je viens de rajouter une corde à mon arc, en quelque sorte. Ça, là, c'est ce qu'on appelle l'intégration. Bon, la méthode que j'ai créée s'appelle intégration motrice primordiale. Pourquoi? J'en profite pour le dire, parce que beaucoup de gens parlent d'inhibition des réflexes. Je ne suis pas d'accord. Inhiber un réflexe, c'est vouloir faire disparaître un symptôme. On ne veut pas inhiber un réflexe, on veut l'intégrer dans l'ensemble de la motricité du corps, dans mon panel psycho, émotionnello, physico, ce que vous voulez. On veut que ce schème soit intégré pour que j'en puisse en avoir l'usage. Ah ben c'est pas du tout la même chose que de dire je veux inhiber un réflexe. Vous voyez? L'intégrer, ça veut dire rassembler plusieurs parties entre elles pour créer quelque chose qui est plus que le tout est plus que la somme des parties. Yes! Nouvelle acquisition
réintégrer dans mon panel de tout ce que je connais dans ma vie. Donc je rajoute une corde à mon arc. Et la vie, j'aime bien le représenter comme une spirale. C'est une spirale, la vie. J'apprends de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Bien sûr, il y a un élagage qui se fait, hein, parce qu'il y a plein de choses qu'on découvre que « Ah, mais ce que je pensais avant était faux ». Des fois, j'ai honte quand je repense à ce que j'enseignais il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, en disant « Waouh, mais j'ai enseigné des trucs que je sais maintenant qui étaient fausses ». Mais à l'époque, tout le monde pensait que c'était vrai et ça nous suffisait pour avancer dans la vie. Et c'était chouette. La vérité d'aujourd'hui, c'est ce que la vie m'a appris de plus, ce que je crois, ce dont je suis certain d'être vrai aujourd'hui. Je le sais que demain, ce ne sera pas aussi vrai. Et beaucoup de gens pourraient dire, bah, c'est une calamité, il faut que je sache l'absolue vérité comme une religion, la révélation absolue, la vérité absolue. Il est hors de question d'avoir une vérité relative et fausse et évolutive. Bah, ça, mes amis, ça s'appelle la science. Le véritable scientifique, c'est que ce qu'il enseigne aujourd'hui, c'est la vérité d'aujourd'hui, mais ce sera l'erreur de demain. Mais c'est basé sur cette vérité d'aujourd'hui que je vais pouvoir créer la vérité de demain. Ce que je sais être vrai aujourd'hui sera faux demain. Ça, c'est la science, et ça, c'est la sagesse aussi. C'est l'apprentissage. Apprendre, c'est se dire, voilà, aujourd'hui, c'est là où j'en suis. Repenser encore une fois au sportif. La performance du sportif d'aujourd'hui, c'est sa vérité d'aujourd'hui, mais demain, elle sera différente. Elle pourra être meilleure quand le sportif est dans une phase ascendante, ou moins bonne, moins performante, s'il est dans une phase descendante. Mais donc, sa performance d'aujourd'hui ne sera pas celle de demain. Le sportif, en plus, il le sait et il ne le veut pas. Il ne veut pas dire « je veux rester à cette performance ». Cette même performance, ça va changer. Est-ce que je veux plus de vitesse, plus de force, plus d'endurance, plus de... Sur quels paramètres je veux jouer? De souplesse, etc. Il y a tellement de paramètres. Donc l'apprentissage, c'est ça aussi. C'est savoir que ce que je sais être vrai aujourd'hui sera faux demain. Et c'est bien. Je dis « ah non, je veux la vérité absolue ». Bah, pour ça, tournez-vous vers les religions. Je n'insulte personne avec les religions du tout, hein, je ne veux pas vous choquer ou quoi, mais je veux dire, on n'est pas dans le même cas de figure. Dans un cas, c'est lié à une croyance, et c'est très bien et c'est respectable. Tout le monde a le droit d'avoir des croyances et croire en des choses, évidemment, ça fait partie de notre être, et tous les humains ont vécu avec depuis la préhistoire avec une notion de spiritualité, et ça fait partie de l'être humain, et c'est très bien. Et une notion de transcendance et de croyance, et ça nous permet de mieux vivre, et c'est important pour l'humain. Je ne suis pas en train de dire le contraire. Je suis en train de dire que l'apprentissage, l'école, ce que les gens vivent dans nos séances individuelles, tout ça c'est relatif. Mais aujourd'hui, ça a du sens pour moi. Donc aujourd'hui, c'est là où j'en suis, dans cette phase d'intégration. J'ai des nouvelles possibilités. Je suis capable, à ce moment-là, de mémoriser les choses à long terme parce que je les ai intégrées. Donc c'est acquis, c'est un acquis, et donc c'est durable. Ce qui va me permettre de créer des plans, des étapes et une véritable expérience de vie. C'est pas juste « ah, j'ai compris un truc, ce truc, je l'ai compris et je l'ai intégré dans ma vie, sur lequel donc je peux me baser là-dessus, sur cette nouvelle connaissance, pour créer des plans, des étapes, me projeter. » Et c'est ça la véritable expérience de vie. J'ai intégré le truc. Mais c'est pas fini. Il y a encore une 4e étape. Alors, c'est assez facile à deviner. S'il y a eu la préparation, bah, la dernière étape, ça va être la clôture. Je mets un terme à ça. Ok, j'ai appris quelque chose de nouveau. Ben, je ne vais pas relire encore ma leçon de mathématiques, de français, ou cette expérience de vie encore et encore et encore. Si j'ai acquis une chose, je suis capable de faire telle distance en sport, d'aller à telle profondeur, de sauter telle hauteur, je ne vais pas m'entraîner encore et encore et encore, toujours à la même hauteur, profondeur, performance. Je vais chercher à changer les choses. Je suis capable de soulever 50 kilos, ok. Ah, je le refais le lendemain, je refais... Ok, tu n'as pas envie de faire autre chose, alors plus vite, plus lourd, plus différemment. Donc on veut changer les choses. Donc pour ça, il faut que je clôture mon truc d'avant. Ok, je passe à autre chose, c'est acquis. Mais ça, c'est pas facile dans la vie. La phase de clôture, la phase où je dis, ça y est. Alors là, j'ai pas le temps, hein, je m'aperçois que le podcast est trop long, mais toutes ces phases-là, ces 4 phases sont liées à des phases de la naissance, de l'enfantement. Il se passe ces 4 phases dans le corps de la mère, il se passe ces 4 phases dans le corps du bébé. À chacune de ces phases, il y a des réflexes.
Ça, c'est le truc le plus passionnant. À chacune de ces phases, il y a des réflexes dans la naissance. Et qu'est-ce qu'on va faire quand on reçoit quelqu'un dans notre cabinet? C'est d'aller vérifier. Est-ce que j'ai bien accès à ces 4 phases correctement en termes de timing, en termes de réflexes? Est-ce que j'ai accès à tous les réflexes qui, chez le bébé, servent à passer par ces 4 phases? Est-ce que j'ai bien vécu ces 4 phases-là? Je n'ai pas fini avec la clôture, mais le début, le processus, l'intégration et la clôture. Est-ce que je suis capable dans ma vie de passer régulièrement par ces 4 phases, par ce cycle de l'apprentissage? Et est-ce que tous les réflexes associés à ces 4 phases ont bien été vécus par moi? Et est-ce qu'il serait utile aujourd'hui d'aller renforcer ce cycle de l'apprentissage et d'aller intégrer, s'il le faut, des réflexes? Alors c'est peut-être quelque chose, certains imaginent ça dans l'absolu, mais ça peut être dans cette situation précise. Aujourd'hui, je suis bloqué au niveau de la phase d'intégration, ou de la phase de préparation, ou de la phase de traitement, ou j'arrive pas à clôturer ce truc-là et à passer à autre chose. Et là, on sait qu'il y a des réflexes précis, des schèmes somatopsychiques précis. Ça peut être le Moro, ça peut être le RTL, ça peut être le Pérez, parce que j'ai parlé de ceux-là et qui sont majeurs dans la naissance. Et il y en a d'autres, plein d'autres. Et je vais les regarder dans un ordre précis, dans l'ordre de ces 4 phases. Et ça, dans le stage naissance, paralysie par la peur et attachement, on va regarder ça, on va enseigner tout ça. Donc la clôture. Donc là, j'ai pas le temps d'en parler, parce que on n'est pas en stage ici, mais c'est pour vous donner des notions comme ça, et puis je trouve que c'est passionnant de connaître ça, que tout le monde devrait connaître ça. Mais on enseigne une procédure qui nous permet de repasser en quelque sorte, de vérifier qu'on a bien en nous intégré ces quatre phases et qu'on est capable, quand on aborde de nouveaux apprentissages, de vivre ces 4 phases. Parce que si je reste bloqué dans l'une ou dans l'autre, je compromets mon cycle d'apprentissage et je reste bloqué véritablement. Donc je clôture sur mon podcast et je clôture sur la clôture. La dernière phase, c'est la phase de clôture, on appelle un achèvement. J'ai accompli quelque chose, j'ai achevé quelque chose. Ça donne un sentiment de fierté, de complétude. Justement, c'est le cas de le dire. C'est accomplir un objectif. Des fois, ça fait bizarre. Hein. Ça y est, j'ai atteint un objectif. Alors, qu'est-ce qui fait partie de cette phase aussi? C'est qu'on se sent tout d'un coup prêt pour de nouveaux apprentissages et qu'on va pouvoir compléter le cycle par se fixer de nouveaux objectifs et donc faire une transition vers la nouvelle phase de préparation. Parce que sinon, ça ne s'appellerait pas un cycle. Un cycle veut dire que c'est un cercle. Alors, je préfère le voir, comme je vous ai dit, comme une spirale grandissante. Mais... Donc, la clôture, c'est accomplissement de nos objectifs et puis c'est aussi la capacité d'analyse. De prendre le temps d'analyser, tiens, j'ai acquis ça, il s'est passé ça, tiens, j'ai cette nouvelle chose dans ma vie. Je vais pouvoir comparer les choses, me créer de nouveaux buts, regarder un peu les résultats dans ma vie, faire le point. Et puis ancrer les choses, ça c'est important. Ancrer les choses, j'ai accompli quelque chose, je l'ancre dans mon corps, je prends le temps de savourer la chose. Souvent on ne prend pas le temps de savourer les choses. Bonjour. On ne prend pas le temps de savourer les accomplissements et ce qu'on fait dans la vie, etc. Et vous entendez, il y a un bonhomme qui bosse et puis il arrête de bosser, si vous avez entendu l'arrêt dans ce qu'il faisait, parce qu'il était ahuri à regarder mes pieds par ce temps-là. Il a d'abord regardé en se retournant, puis après il a regardé par un petit trou derrière la porte de sa voiture. Il était sidéré, j'avais sa tête sidérée à regarder mes pieds. Ça me fait rire. Donc c'est souvent quelque chose qui manque et que j'ai appris beaucoup de Paul Denison et des Denison, c'est que la 5e phase d'une séance, c'est l'ancrage. Prendre le temps, et même en anglais ils disent célébrer et ancrer, fêter et ancrer. Il faut fêter les accomplissements. Bravo. Je me rappelle d'une dame que je connaissais qui avait, quand je l'ai connue, elle avait 80 ans, elle faisait partie de l'association CIM, Centre d'information pour de meilleures études scolaires, donc j'étais le vice-président fondateur. Et cette dame, c'est une ancienne directrice d'école, enseignante, et elle a, même à l'âge de 80 ans, quand je l'ai connue, jusqu'à 90 ans
passé, elle était toujours impliquée dans l'enseignement des profs et tout. Elle était dans le privé, donc elle continue d'intervenir dans le privé, et de faire des trucs et de s'occuper des enfants. Une femme toujours pleine d'énergie. Et elle venait à nos réunions d'association, nous parler des enfants, etc. Et c'est une dame géniale. Et Henriette. Et Henriette, j'adore. Dans le coffre de sa voiture, elle avait une belle voiture, vraiment une belle voiture, toujours nickel la voiture, pas un grain de poussière à l'intérieur, toujours voiture noire, reluisante, impeccable. Et dans le coffre de sa voiture, elle avait toujours un panier, un, un- un beau panier en osier avec un couvercle et tout, là, comme un panier de pique-nique, dans lequel il y avait toujours des bouteilles de champagne au frais, avec de la glace et tout, et des verres, et des coupes, et des coupes de champagne, des flûtes de champagne, en plastique, pour pouvoir les transporter sans casse. Et donc, une petite glacière avec un petit cube de glace, et toujours, tout le temps, tout le temps. Bon, peut-être c'est à chaque fois qu'elle venait à l'association, et puis dès que tout d'un coup, quelqu'un disait ouais, on a fait ça, elle disait ah, il faut fêter ça. Et elle sortait la bouteille de champagne, et champagne. Et on faisait un truc, une réunion, un truc, allez hop, champagne, ça se fête à chaque fois. Il faut célébrer le truc. Et elle disait qu'avec les enfants, elle a fait ça toute sa vie, c'était important de dire bravo, bravo, bravo. Ça se fait, t'as accompli ça, tu sais ça, t'as fait ça, bravo, tu dois être fier de toi. Voilà, ça c'est important. Souvent dans la vie, on dit oh, j'ai fait ça, c'était une obligation, hop, je passe à autre chose. Ah, j'ai fait ça. Ah, t'as fini ton cours, t'as fini ta leçon, t'as fini ton exercice, allez, passe à autre chose maintenant, passe à autre chose, passe à autre chose. Comme si la vie c'était une succession d'étapes à cocher, 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 cocher. C'est bon, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et oh, à quel moment tu profites de dire waouh, j'ai accompli ça. Moi là, je suis hyper content parce que j'ai un coach et puis donc il me donne chaque semaine des programmes à faire à la piscine, d'apnée et de natation. Et à chaque fois, il me dit après chaque séance, tu me fais un vocal pour me dire comment ça s'est passé. Et des fois, quand je regarde le programme qu'il me donne, je dis ah, non, attends, la semaine dernière, il m'a donné 1000 mètres à faire, là, je dois nager 1500 mètres. Là, il m'a donné un exercice où je dois passer toute la piscine sous l'eau sans respirer et tout. Ça va pas le faire, ça va pas le faire. Mais lui, il sait très bien comment il peut construire les séances. Il sait très bien comment ça évolue en fonction de tous les éducatifs qu'il me donne. Et à chaque fois, je suis là, je lui laisse un message, je dis waouh, là, j'ai réussi à faire ça. Et lui, il me dit, ah, et il est toujours encourageant, il dit ouais, bravo, t'as réussi ça, etc. Bravo, youpi, ça y est, ça. Et puis, des fois, j'ai pas réussi à faire des trucs en disant bah là, tu m'as demandé ça, là, waouh, c'était dur. Il dit bravo, toujours il est content, il dit bravo. Là, tu te rends compte, par exemple, hier, il y avait un exercice où je devais faire un mouvement très spécial, que à droite, et puis ensuite que à gauche. Et, euh, et à gauche, je n'arrivais pas du tout. Il m'a fallu 6 longueurs de piscine avant d'y arriver correctement à faire son exercice. Et il m'a dit bravo, tu prends conscience de la différence entre droite et gauche. Ça va te permettre de tac, 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 tac. Donc, il faut fêter ça, il faut fêter cette acquisition, il faut fêter cette recherche, il faut fêter ce nouvel exercice, il faut fêter ça. Waouh, tu connais ta table de 3, mais c'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça? Allez, on va fêter ça. Tout doit être l'occasion de fêter, voilà. Comme Henriette avec vos coupes de champagne, doit être toujours prêt à dégainer la coupe de champagne. Bravo. Et avec nous-mêmes, souvent, on dit, ah bah j'ai fait ça, voilà, je devais le faire, donc voilà, je l'ai fait, hop, tac, je passe au prochain devoir. Oh, quelle horreur, la vie n'est que de devoirs à accomplir. Et on le comprend aujourd'hui avec tous les emails, tous les machins, le boulot, le truc, ça s'arrête jamais. Disant, ouais, j'ai accompli ça. Nous, je le vois, j'ai évidemment une pile de choses à faire sur mon bureau. Au fur et à mesure que je le fais, bah, tout de suite, tu prends l'autre truc, tu prends l'autre truc. Hier, on a fini un travail, ou avant-hier avec Ludivine, on a fini d'enregistrer complètement un nouveau cours dans le cadre des cours que l'on fait on appelle ça maintenant, en hybride. Donc on a fini d'enregistrer 100% du cours la kinésphère. Et donc tout de suite j'ai eu le réflexe de dire allez hop, je dois finir absolument un livre là, donc j'ai des épreuves à corriger. Je dis non, 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 t'as fini ça. Là, tu fais rien aujourd'hui, c'est la fête, tu jouis de... On a fini ce travail sur lequel on travaille depuis des semaines et des semaines, c'est fait. Accorde-toi un moment de répit, ne saute pas tout de suite sur une nouvelle tâche, profite de le travail bien accompli. Du coup, j'ai fait quelque chose qui n'avait rien à voir avec le boulot aussi, qui traînait depuis longtemps à titre personnel, de la paperasse administrative que je devais faire, qui traînait depuis longtemps. Waouh, je l'ai fait. Mais c'est complètement différent.
Et là, aujourd'hui, dès que je rentre de ma promenade, je vais faire cet autre travail urgent que je dois faire de correction des preuves d'un bouquin qu'on doit éditer, dont je ne vous parle pas, c'est secret. On a plusieurs, pas beaucoup, mais quelques bouquins qui vont sortir. Je vous dis que ça va être gigantissime. On est hyper content. Donc la clôture, c'est une phase majeure. La clôture. Prendre le temps de jouir du travail accompli, de la performance, de ce que vous voulez. Et donc, eh bien, on est prêt pour un nouveau cycle d'apprentissage. Voilà, je suis prêt pour un nouveau cycle d'apprentissage. Et retour à la case numéro 1. Ces 4 phases-là, le début, le commencement, la mise en place, le processus ou traitement, l'intégration et la clôture, forment le cycle de l'apprentissage, forment la base de tout ce qu'on fait dans la vie. On peut imaginer que la vie, c'est ça. Et ce qui est génial en IMP, c'est que ce parallèle a été fait avec ce qui se passe à la naissance, avec un certain nombre de réflexes qui se mettent en place au moment de la naissance, et que, aussi choquant, aussi surprenant que ça puisse vous paraître, mais pas étonnant si on a écouté le début du podcast, où on a parlé de Michel Audin, de Boris Cyrulnik, et de milliers d'autres travaux qui ont été faits, ce qui se passe à la naissance a un impact non négligeable sur notre vie physique, émotionnelle, psychique, corporelle, microbienne, etc. Je ne dis pas non plus que tout est conditionné à la naissance. Bien sûr que non. Je l'ai dit dès le départ. L'expérience de la naissance va être renforcée, dans un sens positif ou pas, par toutes les expériences de vie qu'on fait plus tard. Mais il faut quand même considérer que c'est une initialisation. Et si cette initialisation c'est plus ou moins bien faite, ça va nous affecter. Ça va nous affecter. L'excellente nouvelle, c'est qu'on peut faire des choses. Je vous ai dit, pour le microbiote, l'enfant qui devrait naître par voie basse. Mais parfois, il faut faire la césarienne. Alors aujourd'hui, il y a des pratiques qui sont faites, parce que les médecins savent ça, où on va prendre un linge qu'on va mettre sur la voie vaginale et anale de la maman. Et ça peut sembler choquant, mais c'est comme ça. On va imprégner ce linge de ce microbiote, et quand le bébé va naître par césarienne, on va frotter ce linge sur le corps du bébé pour créer cet ensemencement. De la même manière, si l'attachement et le croisement des regards n'a pas pu se faire à la naissance, on va insister pour que quand on va pouvoir donner le bébé à la mère, de le regarder, de créer ce croisement des regards, qui peut mettre plus de temps du coup, et de renforcer le contact en portant beaucoup le bébé, en l'allaitant, en privilégiant un mode de maternage proximal plutôt que distal, de dormir à proximité de l'enfant ou avec l'enfant, pour renforcer ce lien d'attachement qui ne s'est pas très bien mis en place à la naissance. Donc on va pouvoir récupérer, l'être humain a des immenses capacités d'adaptation et d'apprentissage. Dans une certaine mesure, en fonction de ce qui se passe, on peut récupérer. Et pour en revenir à notre sujet, eh bien nous, en IMP, on va pouvoir utiliser et aller regarder les différents réflexes. Il y a une dizaine de réflexes par chacune de ces étapes. Alors certains sont en double et tout ça, c'est un peu complexe. Évidemment, on a tout un stage pour étudier tout ça, mais il y a un certain nombre de réflexes qui interviennent dans toutes ces phases, ces 4 phases, et on va aller regarder ça, et on va remettre en place ce qu'il faut remettre en place, et on va aller stimuler ce qui a besoin d'être stimulé pour l'objectif pour lequel la personne vient nous voir. Et donc, entre guillemets, il n'est jamais trop tard. On peut récupérer, on peut réintégrer. Donc voilà pour cet épisode de podcast sur le cycle de l'apprentissage et les 4 phases. Ce que nous on appelle un peu les différents réflexes et mouvements primordiaux de la naissance, qui est cette capacité de passer d'un état à un autre, de changer de paradigme. Et en fin de compte, quand on sait que tout ce qu'on fait dans la vie est une situation d'apprentissage, que ce soit au niveau psychique, au niveau corporel, au niveau émotionnel, au niveau cognitif, tout ce qu'on fait dans la vie est apprentissage. Et bien connaître ces 4 phases de l'apprentissage, ça aide. Tiens, aujourd'hui je rencontre une difficulté. Je suis plutôt coincé dans quelle phase par rapport à ces difficultés? Je suis dans la phase de préparation, dans la phase de traitement, dans la phase d'intégration ou dans la phase de clôture? Est-ce que je suis bloqué dans une de ces phases? Si oui, quels sont les schèmes somatopsychiques, les schèmes réflexes
archaïques, primordiaux, qui sont liés à cette phase-là. Est-ce que certains d'entre eux nécessiteraient un peu plus d'intégration? Allons les titiller. Et qu'est-ce qu'on va s'apercevoir? Que tout d'un coup, je ne suis plus coincé dans cette phase de l'apprentissage-là et que je peux continuer mon cycle. Et les gens viennent nous voir, pourquoi d'autre que ça? Continuer à avancer dans leur cycle d'apprentissage, dans la vie. Donc posons-nous la question régulièrement, tiens là, je suis dans une situation dans laquelle je ressens une difficulté, je suis dans quelle phase? Et quels réflexes sous-tendent cette phase-là? Et allons faire des mouvements, des jeux, des activités, des exercices de respiration. En IMP, on a des centaines et des centaines de pratiques, de techniques, de jeux, d'activités qui nous permettent d'aller stimuler le bon réflexe au bon moment. Et voilà. Voilà ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Si vous n'êtes pas inscrit à notre newsletter, inscrivez-vous à notre newsletter. On diffuse plein d'informations sur notre newsletter que vous trouverez sur reflex.org. Reflex, il y a un S à Reflex. Reflex.org, tout en bas de la page, il est écrit infolettre. Inscrivez-vous-y. Parce que c'est sur cette infolettre qu'on parle de conférences particulières, de cours particuliers qui ont lieu, etc. Donc il y a notre infolettre. N'hésitez pas à vous inscrire si ce n'est pas le cas. Notre page Facebook aussi, bien sûr, vous cherchez intégration motrice primordiale et réflexe. Et vous retrouvez ces infos directement sur la page reflex.org, bien entendu. Notre chaîne YouTube, le plaisir d'apprendre. Plein de conférences sont prévues. D'autres épisodes de podcast avec des invités sont prévus. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt.